Bonjour à tous et à toutes, je suis à nouveau ravie de vous accueillir dans mon podcast d'auteur à auteur et aujourd'hui nous allons aborder en fait plein de sujets en un, quelque chose qui se voudrait un peu holistique autour de l'éco-spiritualité, autour de Gaïa, de la planète, enfin bref, plein de sujets avec Vanessa Fourcaudot qui est mon invitée d'aujourd'hui. Bonjour Vanessa et bienvenue dans mon émission. Bonjour Patricia, merci d'avoir invité. Avec plaisir. Alors Vanessa, en explorant un petit peu ton parcours, je me suis rendu compte que tu as une multitude en fait d'approches. C'est ce qui probablement fait la richesse aussi de ton livre, hein, dont j'affiche la couverture qui s'appelle Gaïa, mon amour, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors, tu te présentes déjà comme un esprit libre. Alors, moi, j'aime bien ça, le côté liberté. Ça veut dire qu'on s'autorise pas mal de choses. Et je pense qu'on a besoin de cette liberté aujourd'hui pour pouvoir agir au sein de notre communauté. Tu te présentes comme une exploratrice et une apprentie du vivant. Donc forcément, on va avoir envie d'échanger autour de ce que tu mets sous le vivant. Et tu as l'expérience de finalement plein de métiers différents qui vont d'ingénieur, d'attaché scientifique à apicultrice. Enfin, on voit bien que tu as vraiment navigué dans plein de d'activités, mais toujours le point central dans ce que j'ai compris, ce sont des activités qui relient le cœur et pas juste le mental. Et donc, tu as créé en fait une structure qui s'appelle la Voix de Gaïa. Et déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que tu mets sous ce terme, la Voix de Gaïa? Alors, la voix de Gaïa, c'est une exploration. Quand j'ai reçu ces mots, donc c'était en 2019, je cherchais le nom de mon entreprise. Donc, j'étais en formation pour devenir coach, donc coach holistique. À l'époque, plus sur les thématiques sexualité, relations amoureuses, amour. Donc, j'ai fait beaucoup de tantra dans ma vie et donc c'était dans cette continuité-là que j'ai entrepris cette formation de coaching. Et puis du coup, les mots qui sont venus quand j'ai commencé à chercher le nom de mon entreprise, c'était la Voix de Gaïa. Et donc à l'époque, je me suis dit: «Mais non, moi j'avais prévu de devenir coach tantrique, sexualité, voilà, empuissancement sexuel des femmes, et cetera, et cetera». Et pourtant, c'était vraiment je sais pas, ça venait toucher un truc à l'intérieur de moi. Je pense qu'une résonance de quelque chose que j'avais mis de côté et que j'avais enseveli sous plein d'autres, d'expériences, histoires, explorations. Et du coup, donc la Voix de Gaïa, c'est, en fait, quelque part, comme un espèce de fil d'or qui m'aide à me souvenir de qui je suis. Et donc aujourd'hui, dire, c'est quoi la Voix de Gaïa, c'est un peu difficile parce que j'ai pas encore, je dirais pas que je suis encore complètement arrivée, au bout du chemin, même si je pense pas qu'on arrive, vraiment au bout, à part le jour de notre mort, quoi. Et Mais en encore, gros, au bout d'un chemin, mais peut-être pas le voilà. chemin. Mais en gros, la Voix de Gaïa, c'est un endroit, donc c'est un lieu, un espace que j'ai créé, donc dans lequel, pour l'instant, mais peut-être que ça va évoluer dans l'avenir, pour l'instant, je propose principalement mes accompagnements à moi, qui tournent autour donc alors ça a changé pareil avec le temps, mais quel que soit le sujet, auquel on applique, les grands thèmes qui reviennent, c'est vraiment, l'amour, c'est, la liberté, c'est le pouvoir personnel, l'empuissancement. Donc, vraiment comment est-ce qu'on reprend notre, pouvoir et puis comment on met ce pouvoir en fait au service, des autres, des communautés qu'on sert, des causes qui nous inspirent. Donc j'appelle ça le leadership dévotionnel. Enfin c'est un terme que qui m'a été soufflé par quelqu'un d'autre. Vraiment comment je mets mon leadership finalement, voilà, au service des grandes causes, qui m'animent. Sachant que moi, la grande cause, qui m'anime, et ce livre en fait en parle, hein, c'est, donc, la terre, Gaïa et aussi en fait, l'éveil des consciences.
parce que donc il y a quelques années, j'ai eu cette prise de conscience que d'autres ont eu, avant moi, hein, mais que, c'est pas tellement ce qu'on fait qui change, c'est de quel endroit on fait ce qu'on fait. Et donc finalement pour moi le gros terrain de chantier, de transformation qu'il y a à faire, c'est, ce qui se passe dans notre tête. Et donc c'est tout le travail en fait spirituel, quoi. C'est tout ce travail d'une part, d'éveil, spirituel, donc se rendre compte que, nos pensées, ben, on a le choix en fait de penser ce qu'on pense. On peut penser ce qu'on pense ou on peut penser autre chose. Et après, ben, tous les gestes qui découlent du fait qu'on pense, différemment. Donc si je pense, je sais pas, A, je vais faire certains gestes, je vais avoir certaines attitudes, certains comportements. Et puis si je pense B, ben, je vais avoir d'autres gestes, d'autres attitudes, d'autres comportements. Et donc, c'est dans ce champ-là que je me sens, vraiment donc le champ de la spiritualité au sens large, donc de ce qui se passe, dans le cerveau des êtres humains, évidemment en relation avec notre corps parce que le corps et l'esprit sont liés. Donc c'est là que je me sens appelée à œuvrer et c'est là que la voix de Gaïa aussi elle œuvre quoi dans et peut-être juste pour ajouter sur ce qu'est la voix de Gaïa, je me suis rendue compte quand j'ai reçu ces mots-là, je me suis dit: «Mais qui suis moi, Vanessa Furcado, genre la voix de Gaïa, c'est un truc énorme quoi». Pour mais en fait, la voix de Gaïa, c'est pas moi. La voix de Gaïa, c'est nous et c'est chaque personne qui un jour se lève et répond oui à l'appel de son âme et je pense qu'au fond de nous, tous, chaque être humain qui naît sur cette planète, il est en amour avec la vie, il est en amour avec cette terre, il est en amour avec cette planète. Et puis après par, le conditionnement et bah, voilà le paradigme, dominant dans lequel, on vit aujourd'hui, bah, on oublie tout ça en fait. Mais si chacun de nous en fait, le jour où on entend cet appel, on répond «oui», et ben, c'est ça en fait qui fait la voix de Gaïa, c'est nous la voix de Gaïa. C'est moi, c'est toi, c'est chaque personne qui nous écoute. C'est nous en fait qui créons et c'est aussi tout le propos du livre en fait, souvenir que Gaïa, c'est pas un truc à l'extérieur. Gaïa, c'est nous en fait. C'est nous qui sommes la voix de Gaïa, c'est nous qui sommes Gaïa. Et donc voilà aussi ce que j'essaye de faire, dans la voix à travers la voix de Gaïa. D'aider à ce que chacun puisse reconnaître sa valeur et son importance comme contributeur à notre société, à notre communauté humaine en interaction avec la planète, hein. C'est ça que je comprends? Ouais, notre communauté, humaine et autre, qu'humaine. Donc Autre. Oui. c'est pas vraiment en interaction avec la planète, c'est en interaction très concrète avec, le rouge-gorge, qui habite, Mmh. dans la haie, dans mon jardin, avec, je sais pas l'orchidée là qui pousse sur ma pelouse, avec, le chêne, qui pousse au coin de la rue. C'est quelque chose de très concret en fait. C'est nous en interaction avec le vivant, la vie, qui nous entoure et la vie aussi à l'intérieur de nous. Donc comment est-ce qu'on respecte notre corps, nos cycles, nos rythmes, nos besoins, comment on arrête d'être des machines et de courir tout le temps, après l'argent, après le succès, après la renommée, après et qu'on prend le temps de revenir en fait à juste, l'émerveillement que devrait nous procurer le fait d'être en vie, en fait. Être en vie, c'est pas un dû, c'est un cadeau que la vie nous fait tous les jours, qui peut nous être Oui. repris, à Mmh. chaque instant. Oui, Donc reconnaître le cadeau que nous sommes, c'est d'ailleurs un des axes que tu amènes, dans ton livre, puisque dans ton livre, tu abordes finalement plein d'axes différents. Qu'est-ce que tu voulais, montrer ou pour tes lecteurs ou tes futurs lecteurs, en fait? ben, en fait, donc l'écospiritualité, il y a plein de livres qui ont été écrits. Il y en a vraiment plein, en fait. Alors, ils le nomment pas forcément écospiritualité. Donc, il y a d'autres mots, il y a les mots chamanisme, il y a les mots, je sais pas, lecture akashique, il y a les mots, écologie militante. Il y a plein de personnes qui parlent d'écospiritualité sans vraiment, savoir que c'est l'écospiritualité et en plus, du coup, les scientifiques qui s'opposent, au spiritual new age, qui s'opposent à tout le monde est un peu dans son truc. En fait, moi je me suis dit quand j'ai commencé à écrire le livre: «Comment je peux apporter quelque chose qui, complète en fait. Donc c'est pas que j'ai réinventé quelque chose de spectaculaire ou en fait, pratiquement tout ce que j'ai dit dans le livre, ça a déjà été dit, je suis sûre, même si je connais pas forcément les personnes qui l'ont dit, mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir eu ces idées-là.
Donc comment je peux créer un livre en fait qui permette de créer des passerelles déjà entre tous ces différents domaines, de la vie qu'on a cloisonnés plus ou moins artificiellement et puis aussi qui donne un peu un panel, un aperçu en fait de tout ce qu'il y a dans l'éco-spiritualité et puis aussi, je me suis dit en fait, l'éco-spiritualité c'est pas une théorie. C'est en fait, on peut en parler en long, en large, en travers. On en parle déjà, en fait, depuis que j'ai 8 ans, on en parle de l'éco-spiritualité. Enfin, moi, j'en ai 40 aujourd'hui. Ça fait 32 ans au moins 32 ans qu'on en parle. Et pourtant, voilà, vous avez vu l'état du monde. Donc je me suis dit: «Il faut qu'on arrête d'en parler et puis il faut Ouais. qu'on agisse» et donc j'ai voulu proposer, du coup, dans le livre, plein de petites expériences différentes, dans plein de domaines différents de la vie aussi, pour pouvoir montrer qu'en fait l'éco-spiritualité, c'est quelque chose qui peut se vivre au quotidien dans tous les domaines de notre vie et Et c'est pour alors, ça qu'il est aussi, complet quoi, enfin complet, il y a oui. tellement de trucs différents dedans quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un peu le côté explorateur, exploratrice et on parle d'éco-spiritualité et je pense que ça pourrait être intéressant que tu définisses, toi, qu'est-ce que tu mets sous ce terme éco-spiritualité, et en quoi c'est différent de la spiritualité seule? Puisque tu as abordé, des idées qu'on pouvait nommer chamanisme, on pouvait nommer plein de choses différentes, mais qu'est-ce qu'on met sous ce terme-là? Et qu'est-ce que ça rajoute, puisque c'est pas juste la spiritualité, mais l'éco-spiritualité, qu'est-ce que ça rajoute à Mmh. la spiritualité seule? Donc alors, heu, dans un monde idéal, il y aurait pas besoin de mettre le mot éco avant le mot, spiritualité. Comme on est dans un monde non idéal, ce que j'ai constaté donc moi je suis une chercheuse spirituelle, donc ça fait, je sais pas, maintenant peut-être presque 10 ans, que je suis vraiment officiellement enfin que j'ai conscience que je suis dans cette quête spirituelle et j'ai rencontré plein de personnes qui sont dans ces quêtes spirituelles, mais qui finalement sont des quêtes spirituelles, vraiment détachées du matériel. Et moi j'ai toujours, c'est ma conviction en fait, moi je me suis toujours dit: «Mais en fait, on n'a qu'une seule planète et on a» en tout cas, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que j'ai cette vie-là. Est-ce que j'en aurai d'autres après? Est-ce que j'en ai eu avant? On n'en sait rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis en vie et donc qu'est-ce que je vais faire au moins de aujourd'hui? Et donc dans le monde, donc la spiritualité pour moi, peut-être on va revenir là-dessus aussi, donc la spiritualité pour moi, c'est tout ce qui relève de l'esprit, donc c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Donc pour moi, le travail spirituel, c'est autant la psychanalyse que, du chamanisme, que, voilà, c'est tout ce qui traite en fait à qu'est-ce qui se passe dans ma tête et comment est-ce que, mes pensées, elles informent la façon dont je vois le monde. Quel que soit l'outil ou la méthodologie que j'utilise, que ce soit une méthodologie, connue depuis longtemps, certifiée par un diplôme d'État ou que ce soit une méthodologie plus novatrice, peut-être un peu plus, voilà, à la limite, dans la limite de croissance en fait de nos connaissances, spirituelles. Et puis je me suis dit: «Mais en fait, faire un travail, spirituel pour s'évader du monde, pour moi en tout cas, ça a pas de sens». Et ce qui m'a beaucoup manqué aussi, parce que moi je suis quelqu'un qui est très sensible à l'état de la planète, ce qui m'a manqué beaucoup dans ces milieux de la spiritualité, c'était le côté vraiment, maintenant comment je ramène tout ça sur terre et comment j'en fais quelque chose qui contribue à, à laisser à nos enfants très concrètement en fait, une planète vivable. Donc il y avait ça. Donc je me suis dit en fait, mettre le mot éco, c'est rajouter une dimension écologique quelque part à la spiritualité, qui pour moi en fait devrait être la base. Alors, je pense qu'il y a longtemps, quand les êtres humains, ils étaient beaucoup plus interdépendants, enfin, dans leur, survie quotidienne, ils avaient un contact beaucoup plus important avec le vivant. À ce moment-là, la spiritualité, on le voit avec tout la chamanisme et toutes les voilà, on parlait tout à l'heure des traditions dans les Andes. En fait, c'est des gens pour qui, ils ont une connexion, ils ont une interaction avec le vivant tellement quotidienne que ça passe sous le sens, quoi. C'est évidemment que leur spiritualité, elle est éco-spirituelle. Et puis après, il y a l'autre facette de l'éco-spiritualité, c'est qu'aussi moi je suis militante, enfin été beaucoup dans tous ces milieux, militants, associatifs, machin et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de gens au bout d'un moment, ça perdait du sens parce que justement, il manquait ce travail spirituel. Il manquait ce travail de cette hygiène de l'esprit, ce travail sur l'esprit
dont tout le monde a besoin, voilà, ne serait-ce que pour gérer des relations, difficiles ou par exemple, quand on rentre dans une relation, je trouve ça dommage qu'entre ONG, il y ait des relations conflictuelles, quoi, qu'il y ait pas cette intelligence relationnelle suffisante qui fait qu'au lieu de se tirer dans les pattes, ben, on collabore et ça va demander un travail spirituel, ça va demander un travail de l'esprit pour, bah, dépasser nos croyances limitantes, faire le travail intérieur qui est nécessaire pour, guérir les traumatismes et les blessures, du passé et pour aussi s'ouvrir à d'autres façons de aussi observer comment dans les structures qu'on crée, les ONG, les associations et ben, en fait, on réplique ce qu'on est en train de combattre. Et ça, il y a que le travail spirituel, en fait, qui peut nous permettre de le voir. Et donc je me suis dit: «Je voulais créer quelque chose qui» du coup, l'éco-spiritualité pour moi, c'est la rencontre, en fait, entre, bah, la spiritualité, le travail, l'hygiène de l'esprit et puis il y a aussi l'engagement, écologique, presque militant, du quotidien, en fait. Parce que c'est pas je pense que ça a beaucoup plus d'impact si chaque personne dans son quotidien déjà, elle fait ses petits gestes éco-spirituels du quotidien, parce qu'on est quand même plein sur cette planète, que, de faire un geste une fois par, tous les 15 ans dans une retraite, spirituelle, quoi. Si on peut, ramener ça à, en fait, tous les jours, tout le temps dans tout ce que je fais, c'est là aussi qu'il y aura vraiment la transformation qui va se passer. C'est que si ça part vu que finalement ceux qui sont au pouvoir, ils en sont pas là du tout. Faut pas attendre sur ces personnes-là pour voilà, pour nous aider et prendre des décisions, que ça va venir d'en dessous, ça va venir de nous, quoi et ça doit venir de nous et comment aussi ça peut venir dans la simplicité parce que moi j'ai voilà, depuis que comme dit, depuis que j'ai 8 ans, j'ai conscience de ce qui se passe sur cette planète et donc depuis que j'ai 8 ans, je trie mes déchets, je trie le plastique, j'essaie de tout ça et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a une fatigue qui s'installe, et mais je me dis, comment on peut faire tout ça dans la joie et aussi que du coup ça vienne nourrir notre quête de sens et aussi notre quête de je pense qu'on a tous besoin du vivant, on a tous besoin de parce qu'on a moi j'essaie de plus utiliser ce mot nature parce que le mot nature, enfin dans le livre j'en parle aussi, mais le mot nature il véhicule la séparation en fait. La nature c'est ce qu'il y a dehors et puis après il y a l'humain. Mais en fait c'est faux. C'est faux, c'est une illusion. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme vivant, qui est un terme, qui est plus neutre, qui est pas encore, qui a pas encore, son champ sémantique et de signification qui est bien figé et donc dans le vivant, en fait, il y a on se sent quand même faire partie parce qu'on est quand même des êtres vivants, donc on se sent quand même faire partie du vivant Mmh. et donc, voilà, je me suis perdue dans ce que je Mmh. disais, mais en gros, OK. Beh, c'est vrai que dans ton livre, tu nous invites justement à un moment à réfléchir à notre relation avec le vivant. Tu par des questions pour un peu faire le point. Ton livre, il intercale ces moments de réflexion, il intercale aussi, bah, des exercices. On sent bien que toi, tu as fait évoluer aussi ta relation au vivant et on comprend aussi que chacun d'entre nous peut impacter ce vivant à l'endroit où il est, même si parfois il peut y avoir un sentiment d'impuissance euh, qui peut apparaître parce que on se dit la tâche peut être tellement grande pour aller vers une harmonie, vers une relation réciproque avec le vivant. Qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme conseil ou comme orientation pour ceux et celles qui du coup se retrouveraient avec ce sentiment d'impuissance en disant mais finalement je peux rien faire et comme je peux rien faire, ben je vais me replier sur moi-même, je vais procrastiner, et tant pis par rapport à ce qui se passe, puisqu'on comprend bien l'importance que chacun et chacune d'entre nous prenne sa place, fasse qu'il a sa part de colibri, hein, comme on dit. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser par rapport à ces moments de voilà, on se sent impuissant? donc la puissance, c'est un mot que je connais bien. Je dirais pas qu'on s'en défait un jour, il y aura toujours un truc encore qui va nous faire remonter l'impuissance toute notre vie. Par contre, c'est développer la Ah, tolérance. tu crois. Ouais et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait des endroits encore où on se sente impuissant parce que le jour où on pense qu'on est trop puissant, on peut changer le monde et c'est là qu'on devient dangereux. C'est ce qu'on Oui, voit mais donc c'est bien de temps en temps rappeler qu'en fait, on est une fourmi et qu'on n'est rien. C'est bien. ouais, mais en même temps, on n'a pas envie de confondre la puissance égotique et la puissance d'esprit Oui, qui permet de justement pas tomber bien dans sûr. cet ego-là. Enfin,
Oui, oui, bien sûr, mais bon, moi, je sais pas, dans la quête spirituelle, je pense pas que je suis pas encore, du côté des gens illuminés. Donc un peu d'impuissance de temps en temps, c'est bien, parce que l'ego, D'accord, ben, comme tout être humain normal, voilà, se défaire de l'ego, c'est quand même un travail de toute une vie. Mais donc, d'une part donc déjà, une première chose que je pourrais dire, c'est, comment dire? Augmenter notre capacité à tolérer l'impuissance. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me sens impuissante et donc avant, je me sentais impuissante, ça me mettait en colère, c'était la fin du monde, j'étais mal pendant une semaine et cetera, ça me et maintenant, je me sens impuissante, je le sens, OK, d'accord, je suis impuissante et ça m'empêche pas d'avancer quand même. Je suis et impuissante et j'agis quand même. Et en fait, c'est pas que j'essaye de me défaire de l'impuissance avant d'agir, c'est que maintenant je me dis: «OK, tu es impuissance et mais tu agis quand même». Et l'impuissance donc elle m'accompagne avec dans mes actions. Ce livre, c'est un geste d'impuissance en fait. C'est un vrai geste d'im je sais pas l'impact qu'il aura ce livre et je me dis: «Bah, je le fais quand même». Et toutes les fois où j'ai galéré, où j'étais perdue, où je doutais, où c'était difficile et tout, je me disais: «Non mais Vanessa, c'est pas tu vas au bout quoi». Donc, tu faut arriver à être tolérant, vivre et l'impuissance et agir quand même. Et puis après, se souvenir de ce qui nous anime profondément, de c'est quoi notre grand amour dans cette vie? Et c'est aussi tout le propos du livre en fait. C'est quoi notre grand amour dans cette vie? Et nourrir cette relation. Donc pour moi, mon grand amour, c'est la planète. C'est le vivant. Donc évidemment, je sors de chez moi tous les jours, je vais regarder ce qui se passe, je prends le temps de m'émerveiller, je vais faire des rituels, des petits rituels à l'extérieur. Voilà, cet hiver, on avait quand j'écrivais le livre, il y avait un rouge-gorge là qui habitait dans la haie, donc tous les jours je l'observais, j'avais les jumelles et tout et je nourris au quotidien cet amour en fait et cet émerveillement et cette reliance en fait que j'ai avec le vivant et donc peut-être pour d'autres personnes, c'est la paix ou c'est vous voyez? Quelle que soit la cause qui vous anime profondément, c'est comment vous pouvez la nourrir au quotidien et être vraiment dans une mais sentir comment, quand vous vous reliez à cette cause, ça vous ouvre le cœur et ça vient nourrir un truc à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ça c'est pas juste un truc de la tête, c'est vraiment quelque chose qu'on va sentir. Moi, quand je me connecte à l'amour que j'ai pour la planète, je sens mon cœur qui s'ouvre et ça me fait du bien. Je me dis: «Mais cette planète, je l'aime tellement. Ce la vie, elle est tellement belle sur cette planète. C'est tellement beau tout ce qu'il y a autour de nous, les couleurs, les textures, la diversité, c'est tout ce qu'il y a encore à découvrir, quoi et donc je me connecte à ça, au quotidien et d'ailleurs, c'est quand je perds la connexion avec ça qu'en fait, je me victimise et tout d'un coup, tout me paraît difficile, insurmontable et c'est tous des méchants et on va jamais y arriver et tralala. Donc voilà, cultiver le lien et la avec les causes qui vous animent, profondément et peut-être ça va vous demander de faire un travail pour justement réouvrir votre cœur. Parce que c'est sûr, on vit dans un endroit, une planète, à un moment de l'humanité où, il y a beaucoup de violence, partout, c'est la violence systémique, hein, donc c'est même le système dans lequel on vit, c'est un système violent et donc c'est normal qu'on soit tous avec des cœurs blindés parce que c'est c'est inhumain, sinon c'est impossible donc par contre, c'est cultiver la capacité à ouvrir et fermer notre cœur, que dans les endroits où on est en sécurité, où c'est possible, on puisse cheminer le cœur ouvert et puis dans les endroits où il faut fermer notre cœur, il faut se blinder et ben qu'on soit capable de le faire, mais que ce soit quelque chose de volontaire en tout cas ou d'intentionnel ou qu'on commence à apprendre à avoir la capacité d'ouvrir et fermer notre cœur. mmh. Et après, agir, agir, juste et agir aussi en enfin une dernière chose, se souvenir qu'on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. Il y a pas que nous qui voulons sauver la planète. Il y a pas que nous qui voulons œuvrer pour la paix et donc c'est vraiment ça la leçon du colibri, c'est comment je fais ma part, sachant que je ne suis pas seule à faire ma part. Mais si moi je fais pas ma part, ça enlève quelque chose aussi aux autres qui font leur part. Et donc et si des fois je suis trop fatiguée et je suis au bout, je fais pas ma part et ben, me souvenir qu'il y en a d'autres pendant ce temps pendant que moi, je suis au fond du trou, il y en a d'autres qui œuvrent pour moi et être en gratitude pour ces personnes qui continuent à œuvrer dans le sens vers lequel on veut aller, pendant que nous on se repose, pendant que nous on guérit, pendant que nous on prend soin de nous et on se régénère. Mmh. Donc voilà. Oui et j'aime bien toutes ces idées-là dans le sens où souvent, en fait, on pense, aux gens qui souffrent et on en voit des belles ondes, mais on pense rarement finalement aux gens qui œuvrent et qui des fois, c'est galère, hein, pour maintenir de l'harmonie là où il y a du chaos. J'aime bien prononcer avec le S à la fin, extérieur. Donc cette idée-là, elle est d'alimenter, je trouve ce que tu proposes, c'est aussi bien les gens qui souffrent que
ceux qui œuvrent pour l'harmonie et de se relier à ce côté-là. Oui. Deuxième chose, quand tu disais, en fait, il faut accepter son impuissance et puis y aller quand même malgré son impuissance. Je lisais un post juste avant de venir sur un des réseaux sociaux qui disait OK, j'ai peur, donc j'y vais pas, mais je peux quand même y aller, même si j'ai peur. J'y vais avec ma peur, mais j'y vais quand même et je passe à l'action. Ça rejoint ce que tu disais, ce passage à l'action qui finalement va mobiliser une énergie. Et dans l'autre aspect que tu abordes, d'ailleurs de manière régulière finalement dans ton livre, réapprendre à penser, à voir le beau. Et moi, j'avais une question par rapport à ça. On voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à focuser sur le moche. Alors, sous le moche, c'est tout ce qui est dépression, tout ce qui est le pire qui peut arriver. Comme si on était attracté par ça. Qu'est-ce qui, d'après toi, dans tes compréhensions d'aujourd'hui, fait que on va avoir une tendance, ou on pourrait avoir une tendance naturelle à être attracté par le moche au sens général du terme, plutôt que par le beau? Je sais pas. Par contre, ce que j'ai envie de répondre, alors je dis pas que j'ai la réponse, je mais quand on est une personne très empathique, et je pense que toi, moi, les personnes qui écoutent ce podcast, on est des personnes très empathiques, évidemment, on va voir tout ce qui va pas. Genre, on a le radar qui est allumé, quoi. Ou comme moi qui supporte pas l'injustice, dès qu'il y a une injustice, c'est le drame, je le sais, quoi. Genre, c'est juste, j'ai le radar qui est allumé et donc voilà. Mais donc ça, d'accord. Mais par contre après, et là c'est à nouveau, depuis quel endroit je pars quand, j'agis? Est-ce que je pars d'un endroit d'amour parce que j'aime cette personne, ou j'aime cette cause ou cet animal et j'ai le mot qui me vient en anglais, I care, vraiment, Prendre soin. réellement, ouais. Mais j'ai envie vraiment réellement de prendre soin de cette personne à cause de cet amour? Ou alors est-ce que je pars d'un endroit où, je veux sauver et puis du coup je me suis quelque part vouloir sauver, c'est un peu un truc de supériorité. C'est comme si l'autre avait pas de pouvoir personnel et était pas maître, de sa vie et puis qui suis moi pour prendre des décisions pour les autres à la place, des autres, de ce qui est bon pour eux ou pas bon pour eux? Et puis, ou alors si je pars par exemple d'un endroit qui est c'est moi qui ai raison, c'est les autres qui ont tort. Et donc, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais, je pense que c'est important de réapprendre à penser beau parce que ce sont des trucs, horribles, il suffit d'ouvrir les médias, voilà, c'est pas ça qui manque. On le sait. On le sait, voilà, on le sait. Aujourd'hui, il y a plein de trucs qui sont pas fonctionnels, il y a plein d'injustices, il y a plein de violences, on est en train de détruire la planète. On le sait. Bon, voilà, maintenant ça c'est bon, c'est pas vraiment la peine de trop s'en convaincre, enfin de continuer à vraiment chercher. Donc c'est plutôt comment moi, pour naviguer là-dedans, en fait, l'énergie, elle vient d'où? L'entrain et la motivation pour agir, elle vient d'où? Oui, elle peut venir du désespoir, mais à ce moment-là, je suis en système de survie, ou alors elle vient de l'amour. Et là, je suis pas en système de survie. Je suis dans l'amour, je suis dans le plaisir, je suis dans la joie, je suis dans le désir de contribution qu'on a tous. On a tous envie de contribuer à notre échelle, à à créer quelque chose de beau. Ça vient d'un endroit artistique, de beauté, et ça vient donc d'un autre endroit qui est dans notre système nerveux, ça vient d'un autre espace. Donc la survie, de temps en temps, il y en a besoin, puisqu'il y a il y a des moments, c'est la survie, il faut juste se lever, et puis il faut y aller, il faut le faire et puis on répond. Et puis une fois que c'est fait, on switch, on repasse, dans ce système plus qui vient de l'amour, qui vient de la joie. Parce que aussi dans la survie, la coopération, bof. Alors que quand on est dans un endroit d'amour, de dévotion, aussi quelque part peut-être de suffisance, et ben là la coopération elle devient possible. L'écoute de l'autre, vraiment, elle devient possible. La Chercher des compromis et négocier et chercher quelque chose qui soit bon pour tout le monde, ça devient possible. Alors que quand on est dans la survie et qu'on est que dans le négatif, c'est juste l'être humain il fonctionne pas comme ça, quoi. Ça devient pas possible. Donc voilà ce qui me vient, je sais pas si c'est vraiment la réponse, mais c'est voilà ce que ça m'évoque. Oui, mais c'est vraiment important cette idée de prendre juste un petit peu de temps quand on va aller dans une action, qu'on veut
voilà, agir pour quelque chose et pas contre, hein. Tu ramènes aussi cette idée-là. Il y a plein d'idées que Vanessa amène dans le livre, donc il est vraiment d'une richesse incroyable. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé pour parcourir ce côté éco-spirituel, d'y aller, même si vous avez déjà des connaissances, il y en aura d'autres. Mais cet endroit de s'installer avant d'aller dans l'action, d'où est-ce que j'agis, quoi. Qu'est-ce qui me fait agir? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le fait de vouloir sauver? Tout ce que tu ramènes, c'est un conseil super utile, je trouve, de prendre ce petit temps qui n'est pas, ça va pas prendre des semaines, hein, pour réfléchir Non, à non, ça. c'est quelques minutes ou quelques heures et juste, je voudrais rajouter là-dessus, c'est toi, ça, c'est les peuples, amazoniens qui m'ont beaucoup inspirée là-dessus. Donc moi, je suis voilà, la forêt amazonienne, c'est un des grands drames dans ma vie. Un des grands drames? Heu, Pourquoi un des grands drames? bah, parce qu'on est en train de tout couper, quoi, pour faire du Ah oui, dans soja, ce tu vois? sens-là, ouais, 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 ouais. Mais tu as aussi, alors moi je ramène la touche d'espoir, tu as aussi plein de personnages qui Oui, repeuplent les complètement. forêts. Je suis allée au Chili en février et on a eu des super cours d'écologie avec, et c'est ça qui était intéressant, c'est de quoi la Terre a besoin, comment on peut recréer une reforestation là où on n'a pas beaucoup d'eau, là où on n'a pas, et donc Ouais. ça c'est la touche d'espoir quand même, hein. Ouais. Non, mais totalement et Vanessa. justement ce que je veux dire, ça rejoint ce que tu disais, c'est que donc ces peuples amazoniens, en fait, quand je les observe dans leur, lutte, parce qu'eux, c'est aussi des luttes du quotidien, donc c'est les entreprises, voilà, du pétrole et l'extraction de bois précieux et de métaux d'or, tout ça qui viennent, dans leur territoire, forestier et puis qui quand même, réellement, saccagent, voire même, les tuent, hein. Il y a encore aujourd'hui des activistes, en Amazone, qui tous les ans qui sont assassinés par, voilà, pour que toutes ces industries-là, elles puissent, faire ce qu'elles ont envie de faire et je me disais, quand j'observe ces gens, leur, ce qui les anime dans leur lutte, c'est l'amour. C'est l'amour pour leur forêt. C'est l'amour pour leur lieu de vie. Mais c'est pas juste l'amour pour la forêt, c'est l'amour pour leur territoire. C'est-à-dire que c'est cette rivière-là et cet arbre-là et ce rocher-là et cette montagne-là. Ça vient vraiment d'un amour concret, c'est pas un amour abstrait avec «j'aime les océans». Non, c'est «j'aime cet endroit-là c de la planète avec, la vie qui s'y épanouit à cet endroit-là» et ça, je trouve que ça leur donne ça m'a toujours, inspirée, en fait. Je me dis: «En fait, i c'est pas creux, en fait, c'est plein» parce que derrière cet amour pour cet endroit-là, il y a une vraie relation, il y a du vrai vécu. C'est-à-dire qu'ils ont bu l'eau de la rivière, ils sont je sais pas, ils ont cuisiné avec le bois, de ces arbres-là, ils ont chassé, les animaux, ils connaissent la vie des animaux dans leur territoire puisqu'en fait, il faut qu'ils les chassent de manière raisonnée pour qu'ils puissent continuer à se nourrir. Donc ça vient d'un endroit vraiment d'une vraie relation et d'un amour qui est pas théorique, voilà, qui est pas: «Oui, tout le monde peace and love, nanana». Non, c'est vraiment très concret, quoi. C'est parce que j'aime cet endroit-là et et à mon avis, quand on agit depuis cet endroit-là, depuis un endroit où j'agis parce que c'est un amour qui est alors dans le livre, on parle d'amour inconditionnel et puis d'amour avec attachement, mais quand c'est un amour qui est projeté sur un endroit réel, ça me permet aussi d'entrevoir parce que le vivant, il y a toujours des choses à nous apprendre, d'entrevoir des solutions qui sont adaptées, en fait. Qui sont adaptés à ici et maintenant. Parce qu'il y a pas de solution universelle. Sauver les océans, en fait, non, à chaque endroit, on va sauver l'océan entre guillemets, «d'une manière différente» et c'est ça aussi qui est important. Il y a pas une seule façon de faire et donc quand on est dans ce lien constant, hem, voilà, d'amour, donc avec vraiment un endroit en particulier, ça va nous permettre de trouver des solutions qui sont adaptées à l'endroit où on est. Pareil, reforester, on reforeste pas partout pareil. On va pas mettre les mêmes essences partout pareil, il y a pas les mêmes enjeux partout pareil. En fait, nulle part en fait. D'une forêt sur l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est complètement des enjeux, différents quoi Mmh. et donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais enfin ça rejoint aussi ce que tu dis, voilà il y a aussi évidemment, il y a plein de bonnes nouvelles, mais sortir du général pour revenir au local. Ça aussi, c'est un des grands messages du livre, c'est parler d'impuissance. Peut-être qu'à l'échelle générale, à l'échelle globale, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir, mais à l'échelle locale, on en a beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense. Mmh. Ne serait-ce que dans Oui. notre village.
dans Oui, notre c'est cette idée-là aussi qu'on a des populations andines ou amérindiennes, c'est de se dire, nous sommes la solution, nous contenons, nous faisons partie de la solution. ouais, Et donc, pour avoir ces informations, et c'est ce que tu ramènes à différents endroits du livre, il faut sortir de la séparation, quoi. Et pas de se ouais, dire, il y a la nature et moi ou nous, mais nous sommes le vivant. Et c'est à ça. partir du moment où nous sommes le vivant, nous pouvons nous réveiller à l'intérieur du cauchemar et j'adore Ah bah, cette idée-là, ouais. Nous réveiller à l'intérieur du cauchemar et de rêver en fait par justement notre esprit déconnoté des limitations. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et pour les générations futures sur cette planète. Donc on retrouve vraiment ces idées complètement inspirées des populations andines que j'adore aussi. Je suis une oui, fan de tout ça. On commence à appuyer finalement sur les approches ancestrales, mais en les adaptant à notre monde d'aujourd'hui. complètement. Parce que l'idée aussi, c'est pas d'essayer de jouer aux Indiens, c'est Non. de comment je ramène ça en fait, comment je ramène les principes de base dans ma vie quotidienne d'être humain au XXIe siècle. J'ai pas envie que enfin voilà, il y C'est a en ça. fait, il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qu'on pourrait continuer à faire, c'est juste qu'on les ferait différemment, en fait. On n'est pas obligé de revenir, à l'ère préhistorique, en fait. On peut être des êtres humains contemporains avec tout le confort du XXIe siècle, mais c'est juste que ce soit pensé différemment et organisé différemment et qu'il y ait dans la conception de tout ce qui nous entoure aussi une part de se dire: «Bah, en fait, quel est l'impact de cet objet ou de ce geste, cette habitude sur l'ensemble du vivant?» ou au moins sur le vivant dans ma rue, autour de chez moi, Mmh. dans mon territoire ou comme dans le livre, j'avais ça, dans mon voisinage. Mmh. C'est quoi l'impact là? Et là, en fait, si plein de gens font ça, à nouveau, évidemment, tout seul, on a l'impression que ça sert à rien, mais comme on n'est pas tout seul et qu'on est plein à faire ça, c'est là qu'il commence à y avoir un impact. Super beau message d'espoir et d'action. Vanessa, on arrive à la fin de notre émission. Donc, je réaffiche la couverture, magnifique couverture, hein, c'est ce qu'on disait Mmh. avant de se mettre en lien direct avec vous, Gaïa mon amour, avec plein de pistes, des chapitres, mais qui commencent par une phrase sur laquelle tu nous invites à réfléchir, et puis ensuite les éclairages, comment finalement on peut semer des nouvelles graines. Enfin, vraiment, si vous êtes des explorateurs d'une spiritualité incarnée, je le dis comme ça, tu vois, en tenant compte aussi bien de l'esprit que de la matière et de tout ce que ça implique, qui est le challenge à mon avis pour les années à venir, eh bien je vous invite vraiment à investir et à découvrir toutes les pistes, les axes, les réflexions, plein d'amour hein, dans ce que Vanessa a écrit dans ce livre. Vanessa, si tu avais un message de fin à faire passer à nos amis qui nous écoutent et qui nous voient, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire, en lien avec ce qu'on vient de dire maintenant? Peut-être, oui, souvenez-vous de ce qui vous anime, profondément et prenez le temps de ressentir cet amour, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment le point de départ de tout, en fait. Hem, de se souvenir, qu'on a un cœur qui bat, qu'on a un cœur qui aime et comment ça change ma vie quand je commence à agir depuis cet endroit-là. Simplement parce que j'aime la vie, parce que j'aime la paix, parce que j'aime, ce que j'aime. Et puis, hâte de voir, comment ça va changer le monde. C'est ça, nous sommes nombreux et nombreuses à y aller, hein, à agir, à œuvrer, et je pense que c'est important de refaire ce lien-là, d'y penser, à chaque fois qu'on se Mmh. sent peut-être un peu seul. Merci beaucoup Vanessa pour ce bon moment. Je savais que ça allait être un bel échange avant même de se relier ensemble. Donc merci aussi à Mmh. vous qui me suivez sur ma chaîne Les Voix de l'Harmonie. Et puis je vous souhaite vraiment d'aimer le max dans cette énergie qui tire vers la beauté, hein, donc avec tous ces échanges qu'on a eus. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée en fonction du moment où vous verrez cette émission. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Et on se dit à la prochaine fois. Merci encore, Vanessa. Merci à toi, au revoir.